Il ne s'agit pas d'un crime d'avertissement, il s'agit d'un crime politique, un crime de lâches qui ont assassiné un jeune innocent. Ne lâchons rien et cette fois, allons au bout des choses. Menons le véritable combat dans la lutte contre le narcotrafic. Quelques heures avant cette interview d'Amine Kessassi, frère de Mehdi Kessassi, assassiné en plein jour à Marseille, la même demande d'aller plus loin dans la lutte contre le narcotrafic a résonné dans le Sénat. Après une minute de silence en hommage au jeune homme, je vous demande un moment de recueillement. Sur le narcotrafic et ses victimes, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a été interpellé par 2 fois ce mercredi dans la Chambre haute. Notre pays a laissé prospérer le narcotrafic parce qu'il se déroulait dans des quartiers populaires que personne ne veut regarder. Et la loi sur le narcotrafic de juin 2025, elle est bancale. Il lui manque une suite. La partie prévention, l'aide aux familles des victimes, la prise en charge des mineurs non accompagnés. Il n'a pas nié l'imperfection de cette loi, mais a tenu à répondre en rappelant les efforts répressifs de l'État qui auraient permis de diviser par 2 le nombre d'homicides entre 2024 et 2025. Nous gagnons des batailles, mais la guerre est loin d'être gagnée et comptez sur la détermination du ministre de l'Intérieur que je suis pour poursuivre ce combat. Accompagné par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, Laurent Nunez se rend aujourd'hui à Marseille pour rencontrer la famille Kessassi. Son combat est aussi porté par le président, qui a fustigé de nouveau lors du Conseil des ministres les consommateurs. C'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafics. Et on ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail. Emmanuel Macron a ainsi insisté sur la nécessité d'une politique de prévention et d'une action aussi bien très locale que mondiale. Et on va en parler avec vous. Bonjour Elisabeth Martichoux, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Mickaël Darmon, merci également d'être là. Mickaël, on a entendu les mots très forts d'Amine Kessassi et les déclarations hier devant les sénateurs de Laurent Nunez, mais quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, cet assassinat en plein jour de Mehdi Kessassi, est-ce qu'on ne se dit pas finalement que l'État est aujourd'hui impuissant face à ce narcotrafic ? C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe à Marseille, on comprend ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que vous avez déjà des pays du nord de l'Europe qui sont pratiquement déclarés comme des narco-États, qui sont des plateformes, voilà, des plaques tournantes d'un trafic de drogue qui est effectivement mondialisé et qui a rendu totalement poreuses les frontières des démocraties, les systèmes démocratiques, qui a développé un système de corruption à grande échelle, parce que pour pouvoir proliférer au niveau où il prolifère, eh bien, il faut être capable de pouvoir avoir dans sa poche, entre guillemets, des juges, des policiers, des douaniers, des autorités portuaires. C'est considérable. C'est-à-dire qu'on va sans arrêt, bien évidemment, parce qu'on est sur l'événement dramatique de Marseille, avec cette famille décimée par justement le trafic de drogue, par maintenant également les mutations des comportements du banditisme et de la mafia qui font maintenant des exécutions pour l'exemple. Donc on est totalement, de ce point de vue-là, atterré. Mais l'ensemble du problème ne peut pas se résoudre par une action à Marseille. Combien de fois encore on va avoir, moi, c'est la 12e visite présidentielle et ministérielle de manière générale, pour expliquer à quel point Marseille est une priorité. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, ce ne sont pas des moyens en plus qui vont faire qu'on aura moins d'avancées, de prolifération du trafic de drogue. Et c'est effectivement une concertation mondiale. C'est un travail au niveau de la communauté internationale. C'est une mobilisation générale. Vraiment, et de toute la communauté internationale pour essayer de juguler tous les aspects de ce phénomène qui est le vrai danger pour les démocraties aujourd'hui. Je dirais. Elisabeth, avant de vous faire réagir, on va écouter Jordan Bardella, le président du RN, qui fustige la politique du gouvernement en la matière. Je pense qu'on ne luttera pas contre le trafic de drogue et qu'on ne ramènera pas la paix civile dans les banlieues françaises en faisant des réunions et en réitérant des déplacements qui ont déjà été faits des dizaines de fois. Je veux dire, les opérations anti-drogue avec évidemment comme emblème Marseille ont déjà été menées des dizaines de fois par le gouvernement, et on a un gouvernement qui est aujourd'hui démissionnaire, qui est incapable de protéger les Français et qui vit en matière pénale dans une forme d'angélisme. Gouvernement démissionnaire, Elisabeth ? Alors je trouve ça assez irresponsable c'est le jeu de l'opposition. Vous savez, j'ai regardé quel pays avait réussi à juguler le trafic de drogue. Ouais.
Voilà, c'est le benchmark, comme on dit, la comparaison. Ah ouais. Vous n'en avez pas. Voilà. En tout cas, pas de démocratie. Alors, vous avez la méthode forte en Amérique latine. Ce sont des guerres civiles. C'est l'armée qui investit des quartiers, qui tue des narcos. Il y a des exemples célèbres. Il y a quand même une immense humilité. C'est pour ça que je dis que c'est un peu irresponsable de tout de suite parler de gouvernement démissionnaire. Quel gouvernement a réussi à faire plier le narcotrafic? Il y a eu, par exemple, en Italie, au pire moment, évidemment, de la mafia, dans les années 70, 80, enfin, ils connaissent ça depuis longtemps, avant nous. Il y a eu des succès, avec des mobilisations, mais après des traumatismes extraordinairement profonds. Mais donc aujourd'hui, on a du narcoterrorisme, on a des cartels. On n'a pas complètement un narco-État, parce que narco-État, ça voudrait dire que tous les circuits de l'État sont rongés par la corruption financée par le narcotrafic. Mais on est à un seuil d'alerte. Ah oui. Et alors, il y en a, c'est ce qu'ont montré les sénateurs dans leur... Voilà. Pour le plaisir du débat avec Mickaël, c'est toujours un plaisir. Je dirais qu'aller à Marseille, c'est pas non plus complètement absurde, parce que la ville est traumatisée. Traumatisée par ce qui s'est passé dans ces cas-là. Voilà, c'est aussi le rôle du politique d'aller là où la population... Mais comme vous avez raison, Gérald Darmanin, les opérations XXL, qui peut dire, voilà, ça a nettoyé, c'est revenu tout de suite, parce que la partie est inégale. Donc, c'est un problème de justice, de police, de société. Oui, on a raison de maintenant en appeler aux consommateurs. Oui, on ne peut pas être... Vous aviez tout à l'heure le maire de Grenoble sur votre plateau. Je veux dire, on ne peut pas réduire la question à un enjeu de santé publique. C'est un enjeu de santé publique, évidemment. Mais enfin, c'est bien au-delà de ça. C'est une petite partie du tout qu'il faudrait pouvoir... Ouais, et on va l'écouter, merci pour la transition, voilà. Elisabeth. On va l'écouter, Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui effectivement fustige les politiques qui ne marchent pas, selon lui. C'est du laxisme, a-t-il même dit. On l'écoute. La réalité, c'est que nous sommes en échec, la société française est en échec, les ministres de l'Intérieur successifs sont en échec. Nous répétons la même stratégie. Le discours, c'est fermeté, tolérance zéro, comme s'il y avait quelqu'un qui voulait un peu de tolérance pour le narcotrafic. Je pense vraiment qu'il faut une légalisation contrôlée pour casser la moitié du chiffre d'affaires d'une part, pour collecter des recettes aussi qui permettent de faire de la prévention, et puis avoir une stratégie de santé publique. C'est-à-dire qu'on oublie, là, en fait, on lutte, mais il y a de la demande. Le tout répressif ne marche pas, c'est ce qu'il dit. Il faut plus de prévention, il faut dépénaliser le cannabis. Et le tout prévention ne marche pas non plus. Donc de toute façon, ils sont en échec aussi, les écologistes, depuis à peu près aussi longtemps que les autres qui sont fustigés. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois en écoutant Jordan Bardella et en écoutant Éric Piolle, on voit bien que tout le monde est à l'ouest. Tout le monde est en dehors du sujet. D'abord, Jordan Bardella qui immédiatement a dit on ne remettra pas la paix civile dans les banlieues françaises. C'est pas du tout dans les banlieues. Aujourd'hui, justement, il faut réviser ces fiches, parce que la mutation aujourd'hui du trafic de drogue, justement, ce qui est nouveau, c'est que c'est dans tout le pays, y compris dans les petites villes. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est pour la première fois, et c'est montré à quel point, au fond, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est vraiment maintenant, comme on dit, au sommet de l'agenda. On discute en ce moment, évidemment, du Congrès des maires. C'est la première fois, depuis qu'on suit ce rassemblement, que la question du trafic de drogue est au cœur de toutes les préoccupations des maires qui sont venus, des lanceurs d'alerte. C'est la première fois qu'on voit que c'est ce rassemblement des édiles sur l'ensemble du territoire devient la caisse de résonance de l'alerte vis-à-vis du narcotrafic. Donc c'est le vrai danger de la démocratie. Pardon, on entend le président de la République qui fait son tour de France parce qu'il a besoin de faire son tour de France sur la démocratie 2.0. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le narcotrafic. Le sujet, c'est l'escobarisation des villes, avec des centres-villes qui sont aujourd'hui pris en main par les cartels qui offrent de la politique publique à la place. Escobarisation. Oui, absolument. On vient de le forger. Ça fait référence à Pablo Escobar, qui était donc le patron des cartels colombiens à Medellín, et qui était adulé parce qu'il faisait des centres sociaux et qu'il offrait des bourses aux élèves défavorisés. Il avait acheté l'adhésion de la population. On a eu ces phénomènes-là à la rentrée scolaire, on l'a eu pendant l'été. On a des maires qui sont totalement dépassés parce qu'ils ont maintenant des concurrents en termes de politique publique.
Et ça, c'est le vrai sujet. C'est le vrai danger. Donc, je crois qu'effectivement, quelles que soient les étiquettes politiques, tout le monde devrait être dans l'humilité parce que tout le monde a échoué. Oui, alors, on pourrait en tirer la conclusion que, d'ailleurs, c'était formulé par Éric Piolle sur votre plateau tout à l'heure. Il dit, il y a un consensus sur le narcotrafic. Ben, s'il y a un consensus, mettez-vous d'accord, les gars, mettez-vous autour de la table. Et puis, allez interpeller. Au lieu de dire tout le monde est nul, et ce sera mieux quand nous, on sera en pouvoir, il y a urgence, vous l'avez dit, il ne faut pas attendre. Et donc, sur ce sujet, je trouve que faire de la politicarne, ça n'est pas responsable pour la raison que vous avez dite, parce qu'effectivement, c'est l'enjeu, c'est la menace. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, les réseaux sociaux aussi. Et d'ailleurs, TikTok, c'est comme ça aussi qu'on se radicalise par TikTok. La radicalisation, l'islamisme, elle est financée par le trafic de drogue. Je veux dire, tout est dans tout et réciproquement, ce qui concerne l'islamisme, le trafic de drogue et la déstabilisation des démocraties. Donc, les réseaux sociaux, c'est un enjeu. Mais le trafic de drogue, c'est aussi un autre enjeu mondial et qui vraiment risque aussi, on est pris là en étau. Et risque aussi de nous déstabiliser. Mais mettez-vous d'accord, arrêtez de vous renvoyer la balle, de vous traiter d'irresponsables. On est tous responsables. Alors peut-être qu'on peut dire, la société, elle est pointée du doigt parce que les politiques ont échoué. Oui, peut-être, mais c'est plus la question. Il y a urgence. Donc arrêtez d'accuser l'irresponsabilité de l'État. Quand on est au gouvernement, arrêtons aussi comment dirais-je, d'être dans l'incantation et dans la communication. Il faut aller au-delà. Ce sont des sujets qu'en tant que citoyen, on ressent très fortement comme vraiment étant majeurs, urgents, et on a le sentiment qu'on est toujours dans ce théâtre politique qui nous fait perdre du temps. Et c'est assez rageant, franchement. Oui, chacun est dans sa punchline. Hein. On en a entendu deux. Il y a évidemment la phrase du président de la République qui pointe les bourgeois des centres-villes. Mais dans ces cas-là, il pourrait aussi parler je sais pas, des gens du spectacle, des gens de la politique, des gens qui n'a pas eu un jour son affaire. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va parler du budget dont le gouvernement tente de se dépêtrer. Les débats compliqués au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Le budget de la sécurité sociale est arrivé hier. On va écouter deux présidents de groupe Hervé Marseille pour les centristes et Patrick Kanner pour les socialistes. Il n'y a aucune raison de se soumettre à l'Assemblée et au budget délirant qui nous est arrivé. Nous allons réinstaller la réforme des retraites car rien n'a changé. Nous avons toujours une démographie dégradée, nous avons un besoin de financement, donc il n'y a aucune raison de retirer cette réforme. Nous allons rentrer en résistance avec un front très unitaire avec nos collègues communistes et Verts. C'est pas gagné pour le compromis. Hein. Ah non, c'est pas du tout gagné pour le compromis. Le compromis qui est devenu un petit peu, d'après effectivement quelques commentaires qu'on a pu entendre ces derniers jours, et c'est assez juste comme remarque, de dire qu'au fond, le terme, la démarche du compromis, c'est devenu un peu le nouveau quoi qu'il en coûte. Et de ce point de vue-là, oui, c'est maintenant le mot magique, le mantra de Sébastien Lecornu, parce que c'est aussi sa manière son assurance vie pour pouvoir donc avancer. Mais on voit bien que avec surtout maintenant le passage aussi au Sénat, on va pas aller vers une évolution positive. Donc il y aura à un moment donné un rapport de force institutionnel. Et on ne peut pas dire comment ça peut se terminer, en fait, en réalité. Voilà, je pense que... Et Elisabeth, alors il y a le Sénat qui veut détricoter la suspension de la réforme des retraites, qui n'est pas d'accord. À l'Assemblée, ils sont sur la partie recettes. Vous avez le socle commun qui refuse de la voter en état, qui fustige le budget. Et vous avez les socialistes qui disent nous, on votera contre. Il ne va pas s'en sortir, Sébastien Lecornu ? Ça paraît difficile. Il a tout misé, effectivement, sur le Parti socialiste, comme vous le disiez, pour trouver un compromis, un partenaire, pour faire passer un budget.
La difficulté, c'est que on a bien vu que 40 milliards de recettes qui ont été votées, dont certaines sont déjà jugées inacceptables par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. On est dans la fête, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oui. Je veux dire, on voit ce que vous... Voilà. Merci, Oriane. Donc, effectivement, je crains que Sébastien Lecornu échoue dans son objectif de faire passer un budget après avoir retiré le 49.3, accepté la suspension de la réforme des retraites, fait des concessions sur le gel, sur l'année blanche qu'il voulait imposer, qui a été donc éliminé entre guillemets par l'Assemblée. Je pense que tout ça aura été vain parce qu'on voit bien, par exemple chez Horizon, les partisans d'Édouard Philippe, ils sont de moins en moins enclins. Ils avaient dit on jouera, on fera valoir nos convictions pendant la discussion, et puis à la fin, oui, on aidera le gouvernement. Ça n'est plus du tout l'humeur. Édouard Philippe en tête, hein. Qui est au contact des maires, il n'y a pas de cohérence. Il commence à dire, nous, on ne veut pas être embarqués dans cette irresponsabilité. Donc, loi spéciale, c'est un petit peu ça qui va nous arriver. On le disait déjà sur ce plateau, qui va voter ce budget à la fin ? C'est très peu probable qu'il soit adopté. Donc, voilà. Mais c'est pas... Bon, tout ça ne donne pas un spectacle à nouveau. On cherche des raisons de se réconcilier. Il faut s'attendre effectivement à des coups de théâtre. Alors, soit effectivement, ça se termine en loi spéciale, mais c'est au fond la moins bonne des mauvaises solutions. Parce que ça veut dire que ça bloque toutes les politiques publiques. Ça permet juste de faire le fonctionnement minimal, mais toutes les dotations publiques sont bloquées, et ça c'est maintenir une forme de paralysie, notamment pour les collectivités. Les ordonnances, ça sera vécu comme étant une forme de trahison, mais un pis-aller. Et puis, il peut y avoir encore le coup de théâtre de décider d'utiliser, par un subterfuge quelconque, le 49.3 à nouveau. Quand on parle comme ça un peu dans les murmures et qu'on écoute un peu les murmures des socialistes, ils suggèrent comme ça un peu subliminalement en disant au gouvernement s'il faut passer, remettez un peu de 49.3, voilà, on dira ce qu'il y a à dire, mais au moins on aura l'essentiel. Pourquoi ? Parce que tout cela, on le sait bien, malheureusement, toutes les postures aussi existent à l'aune de 2027, à l'aune de la campagne présidentielle. Et du côté des socialistes, on essaye de dire il faut quand même donner du temps, faire en sorte que Sébastien Lecornu ait du temps pour que l'on puisse, nous, construire un programme. Parce qu'on ne peut pas repartir là dans le contexte veille des élections législatives municipales, repartir et s'exposer à la colère bien sûr, des électeurs. Donc, il y a quand même une course de posture. Voilà, et quand on entend Patrick Caner qui nous allons rentrer en résistance, on a bien compris que c'est le mot de la posture absolue. Voilà, parce que ça veut dire que derrière, on va continuer à négocier. Vous le disiez, se tient cette semaine le congrès des maires de France, et devant ce congrès, devant ces maires, s'est exprimé le chef d'état-major des armées qui, dans une situation internationale compliquée, a tenu des propos plutôt alarmistes. On va l'écouter. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Voilà, ils sont forts, ces propos. Si on n'accepte pas de perdre ses enfants. Alors la difficulté, il a raison, il a tort. On n'a jamais raison de ne pas être compris. Et on voit bien le signal d'alarme, ça fait des semaines depuis qu'il a été nommé par Emmanuel Macron. Il dit, d'ailleurs à l'instar des services secrets allemands, que la menace, elle existe, d'ici 3 ou 4 ans, on pourrait être attaqué. C'est pas rien. Mais là, disons que la fibre militaire a pris le pas sur tout le reste et sur la nécessité d'être compris. Et quand on voit les réactions,
Parce qu'encore une fois, on voit bien le signal d'alarme, la façon très, très tranquille de dire, de faire passer un message extrêmement violent pour beaucoup de Français. Il va être applaudi par tous les fans d'Amélie, mais pas seulement, tous ceux qui, effectivement, estiment qu'on est trop naïf avec Poutine et qu'il faut être dans le rapport de force. Et dans le rapport de force collectif, national. Nous n'en sommes pas. Nous n'en sommes pas encore, même si on a beaucoup pris la mesure quand même de la menace. Mais nous n'en sommes pas, et on le verra à la présidentielle d'ailleurs. Les discours sur la Russie seront très divergents. Mais néanmoins, encore une fois, ça ne sert à rien de ne pas se faire passer un message s'il n'est pas perçu comme tel, et je pense que là, il y a un risque pour lui. Et le chef d'état-major de la Marine, qui est un peu sur la même tonalité, il était ce matin sur RTL, il appelle à prendre conscience du contexte géopolitique tendu. La France n'est ni en guerre ni en paix, dit-il. Oui, c'est le cas effectivement de beaucoup de pays occidentaux en ce moment, et même ailleurs, où on est dans un moment... premier quart qui va se terminer bientôt. En tout cas, on passe le premier quart d'un nouveau siècle, d'une nouvelle époque qui est extrêmement déstabilisée, où les conflits, où la violence est devenue partie prenante maintenant dans les relations internationales, où on voit bien de très grandes mutations et de pays qui sont aujourd'hui dans une logique de revanche historique, de vindicte et de, effectivement, déstabilisation assumée du camp démocratique. Mais je trouve que quand même, pour autant, pour tout calme, effectivement, et dire de manière pondérée des choses aussi fortes, c'est quand même, je dirais, un manque de sensibilité à l'égard de la communauté nationale. Parce qu'on ne peut pas décréter le patriotisme et l'union sacrée en disant vous allez perdre vos enfants par la peur. Par la peur. Ça, je pense que c'est effectivement une grande maladresse, premièrement. Et deuxièmement, c'est, je dirais, un piètre projet pour la jeunesse française que de tout simplement décider qu'elle soit destinée à être sacrifiée à l'armée. Et puis c'est aussi, ou alors c'est aussi une information, c'est que maintenant ça veut dire les jeunes appelés seraient en première ligne, puisque je crois qu'on est quand même dans une armée de métier encore. Donc ça voudrait dire qu'on aurait changé de mode de conscription. Bon, c'est un immense ratage. Voilà, vous êtes d'accord. Merci. Merci à tous. On va terminer par un sujet beaucoup plus léger. L'histoire du jour, c'est celle de Saturnin. Saturnin, c'est un taureau fugitif. Alors, ça se passe à Haut-Fermont, près de Belfort. Et non, c'est... Très bonne référence, Elisabeth. Alors, l'animal s'est échappé 2 fois de sa bétaillère alors qu'il venait d'être acheté par un boucher. Avait-il conscience qu'il se dirigeait vers l'abattoir? Le mystère reste entier. Le fait est que, devant sa détermination, le boucher décide de le gracier. Une telle bravoure et soif de vivre mérite d'être respectée, a-t-il dit. Alors, la bête n'était pas tirée d'affaire pour autant, parce qu'elle aurait pu être achetée par un autre boucher, mais la vidéo de sa divagation et de sa fugue a fait le tour du pays. Elle arrive jusque dans la Sarthe, où une association qui s'appelle Les Meureuses sauve des bovins destinés à l'abattoir. Gwendoline de cette association parvient à convaincre le boucher de lui vendre l'animal. Vu le prix, une cagnotte en ligne est lancée. Les fonds sont récoltés en quelques jours. Et conclusion, Saturnin va donc couler des jours heureux. Oui, qu'on sait se mobiliser quand il faut. Vous voyez que les réseaux sociaux, c'est pas forcément négatif. Et voilà. Ouais, on termine vraiment que sur du positif. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Vous suivrez en direct sur notre antenne la séance de clôture du Congrès des maires de France avec les discours de David Lisnard et de Sébastien Lecornu. On en parlera évidemment demain dans cette émission. À demain.